On se retrouve pour parler avec des candidats aux élections européennes qui tiennent une liste plutôt, une liste communiste contre l'UE, l'OTAN, avec des gens notamment de l'ANC, d'Urgence Palestine, de Tzedek, qui est soutenu aussi par Olivier Matteux, que vous connaissez sûrement. Va les recevoir dès maintenant. Donc on accueille Avi et Charles. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Allez, avis à toi. Ok. Du coup, moi, je m'appelle Avi Melka et je suis seconde sur la liste de l'ANC pour l'élection européenne. Je tiens quand même à préciser que oui, je suis bien militante SEDEC, mais que je ne me présente pas en tant que militante SEDEC. Bien sûr. Bien que ça fait énormément partie forcément de moi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire après Eh ben, on en parlera peut-être tout à l'heure de ton tout engagement par rapport à tout à ça. Mais du coup, ouais, l'heure, toi, tu fais partie de Tzedek et puis tu es dans la liste de l'ANC. Pour les gens qui ne savent pas, peut-être que tu peux présenter l'ANC déjà, Charles? Mais l'ANC, dont je suis le dirigeant, c'est une association nationale de communistes dont l'origine remonte aux années 2000, quand on a compris que la gauche communiste perdait ses repères, mais surtout, et en même temps, dans son fonctionnement, interdisait toute discussion. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, c'était l'époque Robert Rue, l'époque du record de privatisation par Jospin. Donc on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait un certain nombre de communistes qui avaient quitté le parti. Ils étaient même beaucoup plus nombreux dehors que dedans. Et la question qu'on s'est posée, comment ça fait qu'une organisation, quand la majorité des gens remettent en cause son orientation, ben, ce n'est pas elle qui change, c'est les gens qui s'en vont. Donc c'est même la forme partie qui nous a interrogés. Ouais. Et donc on est retourné à la base, créer des associations locales qui peu à peu se sont fédérées à une organisation nationale. D'accord, d'accord, d'accord. Pour comprendre un peu tout ça, oui, ça fait partie. Y en a plusieurs, hein, parce que moi je connais plusieurs, on va dire, dissidents communistes qui ont, on va dire, qui sont séparés du PCF à peu près à la même période. Donc il y a vous, il y a l'ANC, il y a RC aussi, je crois, Reconstruction communiste, qui est plus Oui. vers l'Alsace-Lorraine. Il y a le PRCF qui était plus dans le nord, en gros. Et aujourd'hui, on a toutes ces associations. Alors certaines prétendent du coup à quelque chose de national. Vous, je crois, le PRCF aussi. Est-ce que tu peux juste nous expliquer les rapports un peu pour qu'on comprenne un peu tout ça? Je pense pour les gens qui ne sont pas dans cette sphère, c'est pas si facile, je pense. Alors, ce qui n'est pas facile, le RC, on a décidé, on a entamé avec eux un processus de fusion qui va prendre, il y a un congrès pour la fusion en novembre. Nous, d'une part, on interroge la forme partie, ça c'est très important. C'est-à-dire que je ne dis pas que Marx et Lénine, ils sont dépassés, il faut tout jeter à la poubelle, mais comme j'ai dit à quelqu'un qui m'expliquait, qui me lisait Lénine par cœur dans le texte, je lui disais, tu sais, moi, il y a 49, ces 49 bouquets, ils sont dans son local, mais peut-être que s'ils revenaient aujourd'hui, ils les écriraient d'une autre façon parce que le monde a changé. Et manifestement, si on réfléchit à la forme partie, et notamment à la question, par exemple, du centralisme démocratique, à la fonction de la démocratie interne, etc., force est de constater que ça n'a pas été parfait dans l'application. Même si dans la théorie, il y avait des choses très bien et qu'il faut le re-questionner aujourd'hui. Il faut se poser la question de quelle forme d'organisation on peut garantir pour que les gens ils soient propriétaires de leur organisation et pas qu'il y ait un pouvoir excessif des directions en place ou sortantes. Et de ce point de vue, moi, j'ai la chance d'être à la fois pour le plan syndical, mais aussi sur le plan politique, en lien avec des organisations progressistes du monde. Et je m'aperçois que la forme d'organisation en Afrique, elle n'est pas pareille qu'en Amérique du Sud, elle n'est pas pareille qu'en Asie, et que là, ça doit nous interroger. Nous, on n'a pas la science infuse. Moi, je n'ai pas les réponses à tout, mais je sais ce qu'il ne faut pas. Je sais Oui. ce qu'il ne faut pas, et je sais qu'il ne faut pas que, quand je l'ai connu, ça, je ne vais pas citer de nom, mais quand le dirigeant national il tape du poing sur la table 3 fois pendant la discussion et qu'il emporte la décision, peut-être qu'il a emporté la décision, mais il n'a rien emporté dans les têtes, quoi. Et il faut vraiment. Moi, je trouve que les Africains, de ce point de vue, ils nous apprennent beaucoup. Ils passent des heures sur l'arbre à palabre. Je le disais tout à l'heure, une journaliste, là. Moi, j'ai vu la poste de Waoundé, qui était un petit village au nord du Sénégal. Les mecs, ils ont mis 1 an et demi pour discuter du bureau de poste. On va dire, Sarkozy te expliquerait, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand le bureau de poste a ouvert, ils connaissaient la surface, la peinture des murs,
qui allait être embauché, les heures d'ouverture, et ils avaient réussi à gagner le consensus dans le village. Ça, c'est la démocratie. Ça prend du temps, plus que la dictature, mais au moins les gens, ils sont propriétaires des décisions. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pensais pas du tout avoir cette discussion là ce soir sur le centralisme démocratique, par exemple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours des camarades, notamment des jeunes camarades, qui se confrontent un peu à ça quand ils vont dans les JC, quand ils vont au PCF, et c'est parfois vécu, surtout qu'en plus le centralisme démocratique n'est plus assumé forcément par ces organisations. Alors je crois par la JC sur les papiers, mais du coup il y a même plus de démocratie, mais il y a vraiment le centralisme par contre. C'est-à-dire si t'es pas content, Oui, tu c'est t'en ça. vas. C'est le centralisme, c'est la démocratie, c'est ça, oui. Ouais, et c'est assez chiant, quoi. Peut-être parler un peu comme on reçoit en France, enfin sur TF1 Netanyahou ce soir, parler un petit peu du rapport à la Palestine que vous avez dans votre liste. Peut-être Kavi peut nous dire des choses par rapport à ça, comme elle est entre guillemets un peu plus spécialisée dans ce sujet. Oui, enfin, je sais pas si je suis plus spécialisée, mais Connaissant les membres de Tzedek, en général, je trouve que vous avez de quoi parler un peu de temps, on va dire, sans qu'on vous coupe la parole sur la Palestine, quoi. oui, oui, oui. Je vais un peu résumer, hein, forcément, mais donc du coup, si je dois parler de Tzedek, nous, c'est vrai qu'on est un collectif de juifs et juives décoloniaux, décoloniales, du coup. D'ailleurs, on parle pas que de la Palestine, Oui. mais bon, donc du coup, on lutte aussi contre le racisme en général en France et aussi forcément pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine, ça c'est sûr, oui. On s'est créé parce que on était complètement euh, comment dire, en rupture, en fait, avec les institutions, enfin les discours des institutions juives en général en France et, euh, et on avait besoin en fait de porter notre voix et sur les questions de la Palestine, du racisme, notre vision aussi même de l'antisémitisme. Qui, contrairement à ce que certains disent, nous tient forcément à cœur, puisqu'on se bat contre toute forme de racisme. Mais nous ne mettons pas l'antisémitisme à un niveau supérieur, disons, au-dessus des autres formes de racisme. Pour nous, c'est la même lutte, en fait. Tous les racismes sont au même niveau et toutes les oppressions, quand on se bat contre une oppression, on se bat contre toutes, en fait. Et on ne peut pas en minimiser une. Oui, pardon. J'avais envie de parler de ça justement. Oui. Ça s'était pas fait, mais je devais inviter un membre de Tzedek à un moment donné pour parler de l'antisémitisme en France parce qu'actuellement c'est une question qui est compliquée, je trouve, parce que à la fois il y a une recrudescence d'actes antisémites, mais à la fois il y a aussi une utilisation de l'antisémitisme. Par exemple, on l'a vu avec Meyer Habib, qui dès qu'on lui dit un truc, en gros, on devient antisémite et du coup il y a une sorte d'instrumentalisation. Et je trouve que c'est pas évident à gauche d'arriver à bien se placer là-dedans entre soit, tu sais, du coup il y a des gens qui vont partir dans le sens inverse, qui vont soit eux-mêmes être antisémites, soit nier l'antisémitisme, qui je pense est l'erreur à ne pas faire parce que déjà, bon, on devient antisémite. En plus de ça, la droite l'utilise en disant regardez la gauche et des islamo-gauchistes, ils sont antisémites. Enfin voilà, comment est-ce que vous vous intégrez là-dedans, quoi? Alors, déjà, moi, de façon personnelle, par rapport au tout début de ce que tu as dit par rapport à la recrudescence de l'antisémitisme, c'est vrai, et ça, on ne va pas le nier, il y a plus d'antisémitisme. Maintenant, à quel point il y en a plus, ça, on ne peut pas le savoir parce que les chiffres sont tronqués, en fait, finalement, vu que il y a un amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Et donc, beaucoup d'actions ou de paroles antisionistes vont être rentrées, en fait, dans ces chiffres-là de l'antisémitisme. Donc, je prends pas en compte personnellement ces chiffres. Surtout qu'il n'y a pas de chiffres non plus sur l'islamophobie. Et pourtant, il y a bien une recrudescence aussi d'islamophobie. Donc, donc voilà, ça c'était juste par rapport aux chiffres en général. Après, nous, notre façon de nous battre donc contre l'antisémitisme, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment de le mettre au même niveau que les autres racismes. Je pense que c'est le plus important. Par exemple, quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme,
euh, enfin, le problème, en fait, c'est de placer un racisme contre un autre. Enfin, au-dessus d'un autre, pardon. Je m'explique. Dire par exemple que l'antisémitisme est extrêmement grave, mais ne pas parler du tout de l'islamophobie et de se servir même euh, de l'antisémitisme, enfin j'ai l'impression en fait comment dire, Instrumentalise un peu comme ils font oui, d'ailleurs avec oui, les luttes voilà, LGBT, tu nous vois. De- instrumentalisons. dès qu'on parle des luttes LGBT, c'est pour dire ah bah regardez les Arabes ils aiment pas les LGBT, alors qu'en fait c'est des gens qui eux-mêmes sont parfois homophobes quoi. Quand tu vois ces news dénoncer l'homophobie des musulmans ou du Hamas ou je sais pas quoi, alors qu'eux-mêmes sont homophobes, ça fait sourire quoi. Oui, c'est ça. Et oui, oui, c'est ça. C'est cette forme d'instrumentalisation-là, mais c'est aussi prendre en fait notre parole et en faire. En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent un sujet qui est extrêmement important, l'antisémitisme quand même, et disons qu'ils le définissent comme eux. euh, j'ai du mal à trouver les mots sur le sujet, mais disons Il n'y a pas que de problème. oui, le définissent vraiment en fait comme eux le voudraient en fait. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais même que pour eux, il y a des bons juifs et des mauvais juifs. En fait, si on se place de leur côté, on est un bon juif. Mais si on n'exprime pas les mêmes choses qu'eux et qu'on ne se met pas en fait un petit peu nous-mêmes contre l'islam, alors on ne leur sert plus à rien finalement. C'est un petit peu comme, oui, c'est ça, en fait, ils se servent de nous contre la population musulmane aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est mon ressenti et c'est quelque chose qui me déplaît énormément, en fait. J'ai vu même des réactions comme ça, oui, oui, des membres de Tzedek, de l'UJFP, qui étaient presque traités de faux juifs, quoi. C'est-à-dire, Oui, si t'es pas ultra Les- sioniste, quoi, t'es pas vraiment juif, quoi. c'est ça. C'est les juifs honteux. Mm. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent nos adversaires. Mais enfin, moi, je trouve, d'abord, je tiens à dire que quand on a proposé aux camarades de l'ANC que Avi soit deuxième de liste, les copains de l'ANC du Conseil national ne la connaissaient pas du tout. Mais sur l'idée, ça a fait l'unanimité. L'unanimité, parce que, bon, voilà, je ne vais pas dire que nous, on est, enfin, s'il y a qu'à venir un jour au local de l'ANC, il y a le drapeau de la Palestine, le drapeau de Cuba à l'en-tête. Donc nous, la Palestine, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a au cœur. Mais franchement, que les camarades, là, comme le JFP, comme le Tzedek, ils soient là, moi, ça me fait penser au juste pendant la guerre, quoi. Ça me fait penser à ces gens qui ont lutté contre les nazis pour protéger les juifs. Et là, je veux dire, j'en connais un certain nombre qui ont quitté Israël depuis, je ne connaissais pas Avi, mais moi j'ai connu Eleonore Bronstein, j'ai connu Ilham Papé, tous ces gens-là qui, j'ai fait lutter dans un pays pareil, avec une mentalité pareille, avec un discours pareil, c'est vraiment très, très courageux, quoi. Donc, et moi, je vois bien que les camarades, on a 3 camarades d'urgence Palestine sur la liste, hein. C'est combien c'est important pour nous que Tzedek existe et parle, quoi. C'est Mm. important parce que ça, on distingue bien l'antisioniste. Moi, je suis antisioniste complètement. On le distingue évidemment de l'antisémitisme, quoi. Et que c'est important c'est rassurant pour nous. On en parlait avant l'émission là, avec les collègues qui sont là, mais on voit les juifs aux États-Unis, en Angleterre, qui sont à la tête du combat. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Moi, je suis allé à Béziers il n'y a pas très longtemps et j'étais dans une soirée, je parlais des Anglais, de Palmerston, du canal de Suez et tout ça. Et d'un coup, il y a une dame qui se lève, enfin, quand j'ai fini de parler, qui me dit, voilà, moi je suis juive et anglaise. Je me suis dit, aïe, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et elle me dit, bravo pour tout ce que vous avez dit. Ouf! Vraiment, à double titre, ça m'a fait plaisir. Donc, elle expliquait à tout le monde le rôle de l'Angleterre sur la colonisation de la Palestine et sur la création de l'État d'Israël, le rôle du sionisme. Ah, ça fait bien fou que des gens comme ça parlent.
Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, Avi, toi, tu as. Parce que je sais que dans ces decks, il y en a qui étaient des Israéliens qui ont quitté Israël un peu par anticolonialisme. Toi, t'es né en France, t'es né en Israël? Moi, je suis née à Marseille. J'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 18 ans. Et puis, j'ai fait mon alia et j'ai vécu 6 ans en fait en Israël où j'ai fait mes études. Et je suis revenue il y a 4 5 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Par, Donc, enfin, t'as quitté Israël à cause de enfin, à cause de la politique coloniale ou ça n'a rien à voir? oui, 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 oui. En fait, j'ai eu un cheminement de, de pensée et de déconstruction, en fait. Je suis passée un petit peu de sioniste d'extrême droite, droite, à sioniste on va dire, je savais pas trop où je me situais, puis ensuite sioniste de gauche, d'extrême gauche. Puis ensuite, je me disais post-sioniste à sioniste. Et puis quand je suis arrivée en France, avec le temps, aujourd'hui, oui, je suis complètement anti-sioniste. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, tu as eu un parcours comme ça. C'est parce que tu avais peut-être une famille qui était particulièrement sioniste ou. Enfin, je sais pas, tu dis que Euh, t'étais d'extrême droite sioniste, genre t'étais sur la ligne du Likoud, quoi. Enfin. Oui, tout à fait. J'étais sur la liste, oui, mais c'est vrai, j'étais sur la liste du Likoud. J'ai même d'ailleurs voté Binyamin Netanyahou la deuxième année en Israël. Et j'étais pratiquement dans l'idée de voter l'extrême droite la prochaine, fin de deuxième année. J'étais, oui, assez. Vous connaissez un peu Ben Gvir, tout ça. Enfin voilà, Hmm. je pensais un petit peu comme ça. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé comme ça? C'est parce que c'est les études, c'est l'expérience de vie en Israël. Enfin, c'est étonnant quand même. C'est entre l'expérience de vie et surtout, oui, les études. Les études et la découverte un petit peu des archives. Euh, En fait, je dis souvent que quand on pousse une porte et qu'on découvre quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui ne nous va pas, où on a l'impression qu'il y a eu un peu du mensonge, un mythe, quelque chose qui ne va pas, souvent, en fait, on peut plus s'arrêter. On en pousse une autre et encore une autre. Et enfin, je pense que si on est honnête avec soi-même, euh, on peut pas, on peut pas être dans le déni en fait. Il y a un moment où, euh, alors où, enfin, il y a des personnes qui sont pas dans le déni, mais qui vont rester quand même extrême droite dans leur façon de penser, sans être dans le déni. Mais je veux dire, à moins d'être un sociopathe, je vois pas comment c'est possible, quoi. Je suis une hypersensible, donc voilà, une fois que je suis sortie du déni, forcément, bah, je suis devenue antisioniste. Ça D'accord, me d'accord, paraissait d'accord. être le chemin. Et juste pour finir avec ton engagement, avant de passer peut-être à la liste et tout, là, tu es sur une liste de l'ANC, du coup. Est-ce que ça a un rapport, le côté décolonial et le côté communiste ou, parce que là, tu es engagé en fait dans un parti clairement communiste, donc c'est pas juste la Oui, Palestine, quoi. oui, oui, oui. Alors, mais comme je l'ai dit déjà, enfin, je j'ai pas accepté euh, par rapport au, enfin, en tant que militante Tzedek, je l'ai accepté en mon nom. Parce que à Tzedek, pas tout le monde est forcément. Enfin, je pouvais pas demander. On est plus de 100 personnes maintenant et pas tout le monde n'était forcément pour. Euh, il y en a plein qui ne connaissent pas d'ailleurs l'ANC, donc je pouvais pas vraiment voilà, leur expliquer exactement toute Oui, et la puis c'est pas un ligne. collectif communiste, c'est pas le but. Oui, voilà. Mais moi, de façon personnelle, je trouve que ça colle complètement en fait. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai une grand-mère communiste, donc j'ai toujours aimé les communistes. C'est quelque chose que voilà, je partage pas mal d'idées avec eux. Et je pense qu'aussi dans le combat, les luttes en général contre les oppressions, c'est- et pour le droit des peuples en général, ça peut pas être une lutte solitaire en fait. Je pense que on doit être dans un soulèvement international et d'ailleurs, enfin, c'est ce que Tzedek demande aussi. Enfin, c'est pas forcément qu'avec les communistes d'ailleurs, mais avec des féministes, avec tout. En fait,
tout collectif, association, groupe, peu importe qui se bat contre une oppression, peut facilement devenir nos amis. Voilà, c'est logique, quoi. Ouais. Bon, maintenant, venons-en peut-être à la liste. L'idée de la Oui. liste, ça s'est fait quand d'ailleurs? Alors, l'idée de la liste, en fait, en août, on a eu une rencontre de réflexion là, de l'ANC et on ne pensait pas aller aux élections européennes. On pensait d'abord parce qu'on est contre cette institution. On se disait on va faire une contre-campagne et puis ça nous semblait hors de portée. Et on s'est dit il faudrait quand même qu'on fasse entendre notre voix par rapport à cette institution. Et on s'est dit, dans la situation où il y a cette extrême droite au pouvoir, parce qu'en fait, c'est quasiment l'extrême droite au pouvoir maintenant dans ses pratiques, et celle qui pointe dans les élections, il faudrait une résistance unitaire. Bon, cette résistance unitaire, on a beau l'appeler de nos voeux, elle n'est pas venue. Euh, donc, on ne savait pas trop quoi faire. Après, il y a eu le 7 octobre où on s'est plongé dans le combat pour la défense du peuple palestinien. Donc, ça a retardé un peu notre réflexion, mais et on a constaté avec désolation que les forces dites de progrès, elles étaient sur des logiques, euh, comment dire, qui mettaient en avant leur propre organisation plutôt que le combat unitaire contre le fascisme. Et devant ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a eu une longue réflexion, puisqu'on a décidé de la liste que début avril, hein, donc c'est très récent. Et on a fait comme les Africains, on a fait des palabres. Et on a discuté, rediscuté, consulté une première fois, consulté une deuxième fois. Et on a mis beaucoup de temps à se décider, parce que les arguments pour pas y aller, parce qu'on est contre l'Union européenne, et pour y aller, parce qu'on était pour le débat politique, mais ils s'étaient pas rejetés d'un revers de main. Ils étaient importants et intéressants à prendre en compte. Et finalement, c'est la majorité d'entre nous, donc le centralisme démocratique, a voté pour qu'on aille sur la liste. Ben, on est allé en se disant, ben, ma foi, ceux qui ne sont pas d'accord, ben, tant pis, ils n'iront pas, mais ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Et donc, c'est début avril qu'on est allé avec ce mot d'ordre, oui à la paix et au progrès social, non à l'UE et sortie immédiate de l'OTAN. Et avec le démarrage de la liste, au fur et à mesure qu'on avance, alors c'est très rapide, hein, parce qu'il n'y a quasiment pas de temps de campagne, mais on s'aperçoit que quand même c'est d'abord au sein de l'ANC, mais autour de nous, ben, c'est un mot d'ordre qui prend, parce que vraiment dans le peuple profond, les gens se disent avec cette Union européenne, ils nous tuent, avec cette OTAN, ils nous amènent à la guerre, quoi. Donc Ouais. voilà. Bah ça, c'est vrai que c'est un débat qui a presque pas eu lieu en France sur l'OTAN depuis la guerre en Ukraine, enfin la guerre depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors même que ça devrait être quelque chose qui pose la question de l'OTAN, d'autant plus quoi. Et la Bien plupart des sûr. forces de gauche se sont couchées. Même, alors je me rappelle de Roussel dire, alors que c'est dans son programme la sortie de l'OTAN, dire oui mais pas maintenant, repousser le truc, alors que c'est justement à ce moment-là où on devrait dire bah non en fait on voit bien où ça mène quoi. Même Mélenchon qui arrive parfois à prendre des positions intéressantes à l'international a été en entre-deux quoi. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on pose même plus en fait la question de l'OTAN alors qu'aujourd'hui on devrait. Mais oui, et malheureusement, le dernier vote du Parlement européen sur le soutien à l'OTAN et l'envoi des armes en Ukraine, eh bien, il a été voté à l'unanimité des parlementaires européens français, quoi. Mm. Et il n'y a pas un parlementaire européen de France qui a dit non, non, je vote pas ça. Et en même temps, je pense aussi ce qui est important, parce que ça aussi, ça motive notre liste, c'est le regard. On a un regard en France très ethnocentré. On n'arrive pas à penser en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La communauté internationale, c'est les États-Unis, le Canada et l'Union européenne et un peu l'Australie. Tout le reste, ils ne comptent pas. C'est pas la communauté, ils n'existent pas. Mm. Et nous, on est engagés depuis des années maintenant avec la dynamique unitaire panafricaine. On est engagé aussi dans un mouvement qui s'appelle la plateforme mondiale anti-impérialiste. Mais vu d'Afrique, la situation mondiale, ça n'a rien à voir avec celle vue de France. Et quand on voit ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, avec des différences, avec des questions, des contradictions, mais il y a quand même un retour du panafricanisme qu'il faut saluer, quoi. Nous, sur notre liste, on a 3 membres du PASTEF, là, le parti sénégalais qui vient de gagner les élections au Sénégal.
Mais c'est comme pour l'urgence Palestine et le Tzedek, c'est notre fierté, ça. C'est notre fierté parce que c'est vraiment les peuples qui s'unissent contre l'union des multinationales, quoi. Ça n'a rien à voir. Et le point de vue des Africains sur la guerre en Ukraine, il est intéressant à connaître, quoi. Hein. Ou sur, on nous parle de la Chine qui va dévorer tout. Et il faut entendre ce que disent les Africains de façon contradictoire, mais voilà, c'est pas le point de vue, c'est pas parce qu'on le dit que ça passe à TF1 que c'est la vérité révélée au monde entier. On a, nous, un petit pays qui représente 1% de la population du monde. Eh bien, on a un point de vue, mais on ferait bien écouter les 99 autres pourcents, quoi. Et pas simplement l'oncle Sam, quoi. Et sur la guerre en Ukraine, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est cette phrase de Joe Biden, hein, on continuera la guerre jusqu'au dernier Ukrainien vivant. Si ça, c'est un programme de progrès, il faudra me l'expliquer longtemps, quoi. C'est des fous furieux qui nous gouvernent. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça. Et on est soutenu par l'USTKE là, et de Kanaki. Mais ça aussi, c'est une fierté, parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ben, c'est le droit des Ukrainiens, c'est le droit des Kanaks et c'est le droit des Palestiniens, quoi. Donc, et on a. Ça se divise pas. Ce qu'elle vient de dire Avi, je partage complètement. Il n'y a pas de hiérarchisation des racismes et des luttes. C'est les mêmes. Voilà. Je sais pas que. Nous, quand je vois que les copains Kanaks, mais très naturellement, ils s'adressent à nous pour soutenir notre liste, mais c'est. Voilà, je dis, on est bien dans le même combat, quoi. L'émancipation des peuples. Et justement, cette Union européenne, elle est contre l'émancipation des peuples. Moi, je le disais, j'habite dans un petit village à côté de Marseille. Rien que pour le ramassage des ordures ménagères, maintenant, c'est la métropole qui décide. Autrement dit que si ça passe dans la rue de droite ou la rue de gauche, on est dessaisi de tout. On a des maires qui servent à planter des fleurs et à faire des mariages. On est dessaisi du pouvoir. C'est à l'opposé de ce qui paraît, de ce qui se fait, ce qui se recherche en tout cas, avec des contradictions ailleurs dans le monde. Voilà. Et donc nous, au plus ça va, au plus les décisions se prennent à Bruxelles au détriment de la souveraineté des peuples. Et la souveraineté, c'est-à-dire, là aussi, hein, c'est l'Afrique, c'est très fort chez les Africains, ça. Et les forces progressistes qu'on contacte, nous, la souveraineté populaire, mais il faut retrouver ça. Il faut dire oui, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, jusque dans les moindres décisions. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est pour ça aussi que j'étais content de vous inviter. C'est parce que, en fait, aujourd'hui, il y a des questions, je trouve, qu'on peut poser, qu'on voit à la télé. Par exemple, la réforme des retraites, il y a eu un vrai débat, on va dire, à la télé. Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Mais il y a des questions où il y a une telle domination, en fait, d'un certain point de vue, qui est souvent le point de vue bourgeois impérialiste. En fait, on pose même plus la question. C'est-à-dire qu'à la télé, par exemple, défendre la Kanaki, c'est très compliqué. Ou remettre en question un peu le consensus sur l'Ukraine, c'est très compliqué aussi. C'est-à-dire que les gens vont même pas se risquer à le faire tellement il y a tellement de points de vue unilatéral, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à gauche à poser ces... Enfin, si entre guillemets l'extrême gauche, même si c'est pas forcément comme ça que vous allez vous dire, les communistes, si les gens les plus radicaux de ce pays ne posent pas la question, personne ne les pose en fait. C'est-à-dire que même la France Insoumise ne peut pas assumer de poser cette question seule, et on a besoin d'avoir des partis qui viennent dire non mais attendez, en fait c'est bien de dire le SMIC à 1500 €, mais ça suffit pas, quoi. On a besoin d'avoir des gens qui sont moteurs de propositions plus radicales que ça, quoi. Oui, parce que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'OTAN, c'est une institution illégale du point de vue du droit international. C'est contraire à la charte de l'ONU. Et donc l'OTAN, de ce point de vue-là, c'est même pas qu'on devrait en sortir, ça devrait être dissous. C'est contraire au droit international. Donc quand tu dis ça, eh bien, tu enlèves toutes les forces d'appui que l'OTAN elle a aux guerres les plus réactionnaires et plus impérialistes par le monde. Hein. Voilà. Tu dis ça parce que ça se présente comme étant une alliance défensive et ça l'est pas. C'est pour ça que tu dis que c'est illégal? Eh bien, parce que dans la charte de l'ONU, il est interdit toute alliance militaire internationale qui se peut, parce que l'OTAN, c'est pas que la défense, c'est aussi l'attaque dans son règlement avec ce commandement intégré. Donc l'OTAN se réserve le droit d'attaquer si ses intérêts atteints. C'est pas seulement en cas d'invasion qu'il agit l'OTAN. La preuve, c'est l'Ukraine. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché l'OTAN d'intervenir.
les Balkans, la Yougoslavie ne faisait pas partie de l'OTAN, ça n'a pas empêché l'OTAN de bombarder la Yougoslavie. Donc c'est vraiment une alliance militaire internationale offensive, ce qui est contraire à la charte de l'ONU. Et on agit comme si l'ONU n'existait pas. C'est l'ONU, si on devait y mettre des moyens, elle en aurait bien plus que l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est 30 à 40 pays maintenant, et l'ONU, c'est 186 pays. Eh bien, on pourrait mettre les moyens à l'ONU pour que les casques bleus ils servent à quelque chose, et que, par exemple, si on parle de l'Ukraine, ils soient aux frontières de la zone de guerre. On enlève toute livraison d'armes à à la Russie et à l'Ukraine. On décide comment dire, d'imposer le retrait des troupes militaires de la zone de guerre. Et après, à partir de là, une fois que ça s'est fait, les déterminent s'ils veulent devenir russes, s'ils veulent rester ukrainiens. Et après, l'ONU impose que le respect des décisions du peuple souverain. C'est très simple, ça, c'est une logique de paix. Là, on est dans une logique de guerre, et je t'envoie des armes, et je t'envoie des armes, et c'est encore pire pour Israël. Là, carrément, on est en train de justifier un génocide avec votre fasciste qui n'aime pas la télé ce soir. Non, mais c'est. Voilà, voilà, donc je suis très en colère sur l'OTAN et très en colère sur la Palestine, donc j'ai du mal à me calmer quand je parle de ça. Non, non, mais je pense que tu as raison, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, parce que aujourd'hui, on a même un risque, alors que on nous avait promis, en gros, un petit peu un monde avec de la paix depuis la chute de l'Union soviétique, tout ça. Aujourd'hui, on a une recrudescence même d'un risque de guerre nucléaire. C'est-à-dire que là, ça s'est un peu calmé dans les discours, mais à un moment donné, on avait les puissances occidentales qui mettaient la pression à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui disait on peut utiliser l'arme nucléaire. Enfin, c'est quand même aberrant d'en arriver là pour des intérêts qui sont essentiellement économiques dans des régions soit riches de l'Ukraine, soit à Gaza aussi. Il y a tout un projet économique d'Israël à Gaza, en plus du projet Mais, raciste et religieux, évidemment. Mais il y a tout un aspect économique qui nous pousse à la guerre totale, quoi. oui, puis si on parle de la Palestine et quand on nous parle du Hamas, d'abord, ce n'est pas une guerre Hamas-Israël, c'est une guerre Palestine antitétionniste. Il faut dire les mots qui ont un sens. Et si on voit, parce que quand on entend parler de la gauche arabe, elle est petite mais elle existe. Si on discute avec le Parti communiste libanais, mais ce n'est pas une guerre du Hamas, c'est une guerre du peuple palestinien. Il y a 9 factions palestiniennes qui sont toutes mises d'accord pour lutter. On parle que du Hamas comme si, et en plus le Hamas, c'est pas du tout l'image que nous en donnons en face. Moi, je ne suis pas du tout musulman, je ne suis pas au Hamas, mais ça nous fait des accords politiques avec eux, mais quand ils s'entendent avec le FPLP, c'est qu'ils ont bien des points de convergence. Nous, en France, on a un célèbre poète qui a fait le poème La rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. C'était quoi? C'était l'alliance des catholiques et l'alliance des communistes. Et pourquoi ils ne feraient pas pareil en Palestine? Ils n'auraient pas le droit de le faire. Et franchement, c'est comme le Hezbollah et le Parti communiste libanais. On a un regard, nous, on va donner des leçons au monde comme si on était un exemple, nous. On a chez nous le plus vieux prisonnier politique d'Europe qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah et on va donner des leçons de droits de l'homme. Il est retenu en prison contre toutes les lois françaises et internationales et on va dire, nous, vous ne devez pas faire ça. Voilà, je vais m'arrêter parce que on va pas changer de sujet, je vais m'énerver encore. Non, Donc, en non, tout non, cas, mais moi, c'est depuis le sûr. 7 octobre, toi, j'ai un quétier, je ne le quitte plus. J'en ai deux, un rouge et un gris. Et voilà, quand le rouge est sale, je mets le gris, et ainsi de suite. Mais voilà, je l'enlèverai quand tu auras le cessez-le-feu et que les droits des Palestiniens seront reconnus. Voilà. Terminé. Ouais. Mais il y a quelqu'un d'ailleurs par rapport à ça, enfin c'est pas ça a pas exactement le rapport, mais qui parle aussi de Julian Assange dans le chat. Et comme Georges Ibrahim Ouais. Abdallah, c'est des gens qui ont été traités mais en chien crevé, alors que Julian Assange, la seule chose qu'il a fait, c'est dénoncer des crimes de guerre, quoi. Il a Il dénoncé devrait des être crimes de médaillé. guerre des États-Unis, et depuis le mec est un homme mort. C'est-à-dire qu'il n'a plus de vie, il ne peut plus sortir sans risquer soit de se faire embarquer, ce qui va peut-être d'ailleurs arriver, soit finir tué, quoi. Alors, moi, il y a le comité de Julian Assange. Il m'a demandé si j'étais élu, je ne suis pas sûr que ça arrive, mais si j'étais élu, est-ce que j'accepterais qu'est-ce que je ferais pour Julian Assange? Est-ce que j'accepterais qu'il ait le statut de réfugié politique? Je dis, mais c'est pas ça, moi je lui offre la nationalité française, on lui fait une statue, on le décore. C'est un héros, ce mec, c'est un héros. Voilà. Il a dénoncé, mais vous savez, il a dit la vérité. Il a dit la vérité, c'est inacceptable pour le pouvoir. Mais bien sûr qu'il faut le. Tu as raison, et c'est comme tu sais,
Moi, Georges Ibrahim Abdallah, c'est le président d'honneur de l'AMC. Je le vois, donc je vais le voir. Je suis allé le voir il y a. J'ai commencé, comme je l'ai dit, ma tournée électorale par le seul mec qui ne pouvait pas voter pour nous puisqu'il n'est pas français. Bon, mais c'est déjà c'est des héros, ça. Tu vas parler avec eux, mais ils sont dangereux par leurs paroles. Pas parce qu'il est armé, c'est parce qu'il dit des choses tellement justes que ça fait peur au pouvoir. C'est la vérité qui leur fait peur. Et moi, je voulais vous parler aussi parce que vous faites partie des gens qui veulent quitter l'Europe et j'ai l'impression que vous êtes la seule liste réellement de gauche à vouloir quitter l'Europe. Comment est-ce que vous vous orientez là-dedans parce qu'il y a beaucoup de listes. Je crois qu'il y a Philippot qui présente, il y a l'UPR, il y a Kuzmanovic, il y a... Enfin voilà, il y a beaucoup de partis qui veulent quitter l'Europe, qui sont soit un peu socio-chauvins comme Kuzmanovic, soit carrément de droite, quoi. Comment est-ce que vous vous orientez par rapport à eux? Alors, d'abord, nous, on ne veut pas quitter l'Europe parce que c'est un continent de 54 pays. Et l'Union européenne, sa surface, c'est le tiers de la Russie. Donc déjà, par contre, cette Union européenne-là, eh bien oui, ça n'a aucun intérêt, sauf pour les multinationales. Ça a commencé par la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est pas comme ils ont fait en Amérique du Sud, où ils ont fait la CELAC, ils ont dit, première mesure, on va lutter contre l'analphabétisme, deuxième mesure, on va lutter pour la santé. Nous, ils ont fait marcher pour le charbon et l'acier. Résultat des courses, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier en France, et tous les mecs sont passés au chômage. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le progrès social. Et mais faire une union des peuples, oui. Georges, justement, il me disait, cette Union européenne ne nous sortira jamais de la crise. Il n'y a que l'union révolutionnaire des peuples qui va nous permettre de sortir. Si on doit faire une union, il faut la faire qui s'appuie sur des liens naturels que les gens ils ont entre eux. Si je prends l'exemple de Marseille, 30% du commerce de Marseille, c'est avec le Maghreb. Il faut faire réfléchir à des échanges commerciaux respectueux des peuples, mutuellement avantageux, entre, par exemple, la France et le Maghreb, en termes de transport maritime, en termes d'échange sur le gaz, sur le pétrole, sur ça, mais qui respectent les peuples. C'est ça qui est important et qui aussi respecte, je ne vais pas développer ici, ce serait trop long, mais on pourrait développer et respecter l'environnement et respecter le droit des peuples. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et on peut, moi, je n'ai rien contre les Suédois, je ne connais pas un. Pourquoi on est dans l'Union européenne avec les Suédois? Si ce n'est pas une question d'entente des multinationales, il n'y a pas de lien historique, il n'y a pas de lien sociaux, il n'y a pas de lien. Non, on a fait une union entre les pays capitalistes qui voulaient s'unir. Non, et bien sûr, moi je ne suis pas du tout nationaliste, je suis internationaliste. Mais si on doit faire une union, il faut la faire avec les peuples, en pensant à leur intérêt. Si je pourrais, on serait long, mais si on prend l'Algérie et le pétrole, là, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais moi, je ne suis pas pour que Total il aille faire. D'ailleurs, les Algériens se sont battus contre ça. Ils sont bien faits pour qu'il aille faire une raffinerie au Sahara, pour démolir le Sahara, uniquement pas pour donner du travail aux Algériens, mais parce que la main-d'œuvre coûtait 5 fois moins cher. Mais c'est pas l'intérêt des peuples, ça. C'est ni l'intérêt de l'environnement. C'est l'intérêt des capitalistes. C'est ça qu'il faut démonter. Donc, oui, on discute, les gens, ils ont un cerveau. Les gens, ils ont un cerveau. Qu'ils soient algériens, africains, japonais, chinois, ils ont un cerveau. Et on discute avec eux, on réfléchit ensemble. Et on construit ensemble. Pas avec les dirigeants. La présidente de l'Union européenne, elle a acheté 4 milliards de doses de vaccins pour 400 millions d'habitants. On peut tous se faire vacciner 10 fois. Et elle a un cerveau, elle? Non, elle a un portefeuille. Voilà. Donc, c'est ces logiques-là qu'il faut combattre. Ouais. On va peut-être passer la parole un peu à Avi. Excuse-moi. Non, mais c'est sa faute, il m'a énervé. Il y a un truc, moi, qui me choque avec l'UE, en plus du côté capitaliste qui me paraît évident, mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord sur ça. C'est que pour moi, l'UE, c'est aussi. Il y a aussi une vision de suprémacisme blanc en fait à l'UE, du fait que ce soit sur un continent européen comme ça. Et d'ailleurs on le voit quand la Turquie veut venir, on dit ah ouais non, la Turquie c'est pas vraiment l'Europe, alors qu'au final, comme tu dis, moi j'aimais bien le projet du parti de gauche de 2012, je crois, de la Mare Nostrum, tu vois. Je pense qu'on a plus de liens historiques avec l'Algérie, la Tunisie, tout ça. Mais voilà, je pense que l'Union européenne, en plus d'être libérale, elle est intrinsèquement fascisante, raciste. Enfin,
elle est pas forcément raciste, mais elle tend à nous donner une vision du monde où on est l'Europe quand même, on est au-dessus de l'Afrique, on est au-dessus du Moyen-Orient, on est au-dessus de tout ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, David. Oui. Ce que j'en pense, forcément, si je suis sur la liste de l'ANC, j'en pense pas moins. Je pense aussi que malheureusement, tant qu'il y aura en fait certaines grandes puissances qui s'allient finalement un peu contre le reste des, des, des peuples, donc des autres pays, on ne pourra pas avancer sur certaines questions. Avi, je t'entends moins où bien le que tout à monde l'heure. s'allie Tu lagues un petit peu. Je sais pas si c'est que t'as bougé ou pas. chose à l'international, ou que ça soit l'Union européenne, l'OTAN, ou si demain, je sais pas, d'autres pays décident de s'allier entre eux, 5-6 pays, 10, 20 pays, je sais. Oui, parce que j'ai un problème. Non, oui, j'ai un problème de batterie, du Aïe. coup, ça bug un peu. D'accord. Comme tu veux, tu peux pas te On m'entend quand même? brancher Si, on t'entend, mais on t'entend au ralenti et du coup, on te rattrape au fur et à mesure quand on veut te parler. Vous m'entendez? Ouais, je pense qu'on t'a en décalé. On peut peut-être parler de ça du coup avec Charles tant qu'Avi se reconnecte ou branche La son batterie. ordi ou sa batterie, ouais. Mais par rapport à Oui, cet aspect-là, ouais, il y a une question du racisme, je trouve, qui est pas tant posée que ça en général par rapport à l'Europe, alors que pour moi, ça me paraît assez évident. D'ailleurs, je crois même que le drapeau de l'Union européenne a une origine un peu chrétienne. Il y a un truc du genre, je crois. Enfin, il y a un côté vraiment. Tu sais, on nous redit tout le temps la culture helléno-chrétienne, machin, supérieure de l'Occident, et il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans l'Europe. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir été pendant des décennies, des centaines d'années, esclavagistes, colonisateurs, et penser que les Arabes et les Noirs, ils ont un cerveau. Il a fallu justifier ça. Le Code noir, il a justifié ça. Les Blancs, ils sont plus intelligents. Pendant des années, mais c'est très marqué, ça. C'est très ancré dans l'Europe et l'Amérique du Nord, quoi. Parce que sinon, comment. Alors, en plus, en France, qui a été, après l'Angleterre, la deuxième plus grande puissance coloniale du monde, le capitalisme français, il s'est créé. Qui c'est qui a créé les grandes entreprises au 19e siècle? C'est les anciens marchands d'esclaves qui avaient fait la traite. Donc, tu ne peux pas avoir vendu des hommes parce qu'ils étaient noirs, sans le justifier, sans dire, mais ouais, mais ils sont moins intelligents que nous. Donc, ça marque profondément le capitalisme. La lutte contre le racisme, en France, elle est indissociablement liée à la lutte contre le capitalisme. Et contre le racisme. Les deux sont liés indissociablement. Et oui, il y a un regard suprémaciste, bien sûr. Bien sûr. Moi, quand je te dis, je suis allé heureusement par le syndicalisme, par la politique, je suis allé plusieurs fois en Afrique. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, mais parfois tu te dis, mais ces blancs, ils sont bizarres quand même. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des hommes et des femmes en face. Et puis même, du coup, ça fait du. Enfin, quand même, les pauvres, ils ont réussi quand même à donner une couleur à la pauvreté. Moi, je vois les quartiers nord de Marseille, tu as 90% de gens dont les parents viennent d'Afrique, du nord ou du sud ou du milieu, mais c'est des gens qui. Et donc, avant la pauvreté, je ne dis pas elle n'avait pas de couleur, mais là, vraiment, regardons qui travaille dans le nettoyage, regardons qui travaille dans les entreprises les plus mal payées, la restauration, etc. Qui sait? D'ailleurs, nous, on ne l'a pas fait exprès, mais sur notre liste, on a 3 camarades de la restauration. Une, elle s'appelle Faiza. L'autre, elle vient Dolores, elle est malgache. Troisième, il s'appelle Gouné, il vient du Sénégal.
Mais on ne les a pas choisis, on n'a pas fait de la discrimination positive. C'est parce il y a des gens de la restauration, qu'est-ce que je vous dis, moi là, oui, effectivement, ils sont. Et après, on a fait miroiter, c'est ça le plus terrible, l'ascenseur social à des gens, voilà, du style, si vous travaillez bien, soit vous serez un bon joueur de foot, soit vous serez Rachida Dati, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on offre. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas du tout égalitaire, c'est vraiment une. Oui, je suis d'accord avec le terme de suprémacisme. Ouais. Par rapport, alors là, on a... Ah bah si, il y a Avi qui est revenu. Hop, est-ce qu'on peut... Ouais. Oui, Avi est revenu et il y a Heureusement. Abdallah qui est à côté de moi qui voulait dire quelque chose là. Est-ce que je peux donner la parole à Abdallah? Eh bah oui, carrément, ouais. Hop, tac. Attends, juste qu'on voit Abdallah, il est là normalement. Ouais. Il est là, il a pris la place à l'écran à côté de moi. Eh Tu bah le ouais, vois? carrément. Salut. Salut. Du coup, toi, t'es de l'ANC aussi, c'est ça? Oui, Nancy, je suis sur la liste avec Charles. Ok. Voilà. Et c'est par rapport à une de tes questions, par rapport effectivement à l'engagement, par rapport à cette Europe-là. Pourquoi ne pas vouloir cette Europe-là? Je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes, ça a été évoqué, je crois, sur cet ethnocentrisme au niveau de l'Europe. Et je pense que le fait qu'il y a une montée du fascisme et des extrêmes droites, Euh, c'est quand même, je pense, pour la communauté européenne, un levier qu'il faut renforcer au niveau identitaire. Je pense que pour se dire, ben, il faut que l'Europe se protège, etc. Donc, c'est pas innocent que ces extrêmes droites sont aujourd'hui favorisées et rentrent dans le jeu politique. Et ça, je pense que c'est un danger, effectivement. Et c'est pas non plus innocent qu'on utilise l'immigration, c'est-à-dire une certaine immigration qui vient du Sud. Donc, il faut effectivement fermer cette Europe, se protéger. Et aujourd'hui, se protéger, c'est aussi armer, effectivement, soutenir l'OTAN pour nous défendre et protéger nos frontières. Donc, je crois que c'est un jeu qui est très dangereux aujourd'hui, qui est fait pour, j'allais laver un peu le cerveau des gens et faire voter, je pense, toute une aile de personnes qui sont un peu dans cette peur et qu'on entretient régulièrement, qui a été entretenue depuis. Le fait migratoire, c'est important aussi. Donc, on parle de mondialisation et on nie complètement que la mondialisation, c'est aussi le fait que des personnes sont déracinées économiquement, au niveau climat aussi, par rapport au pillage des matières premières, qui provoquent des maladies, provoquent des perturbations environnementales aujourd'hui, que même les écologistes ne prennent pas en compte. Parce que on parle du nucléaire, mais l'enfouissement, il ne se fait pas en Europe. Hein. Personne ne va enfuir les déchets, je dirais, des réacteurs, mais on va les enfuir ailleurs, donc pour polluer ailleurs. Ça, je pense que c'est quand même assez dangereux comme discours, et il faut qu'on en tienne compte. Et c'est pour ça qu'on dit on ne veut pas de cette UE qui est aussi un danger pour la démocratie locale. Tout à l'heure, Charles l'a évoqué. Je veux dire, tout est lié aux directives européennes où on va décider en haut. Ça veut dire que le citoyen de base dans la proximité, il n'aura plus son mot à dire avec le maire ou avec son élu local pour un certain nombre de décisions qui sont dictées au niveau de l'Europe. Donc, on parle de démocratie, mais on est en train de la remettre en cause, cette démocratie locale aujourd'hui, par ces directives européennes qui remettent aussi en cause les services publics, puisque aujourd'hui, on veut privatiser, on veut tout morceler, j'allais dire atomiser les services pour que ça devienne payant. Mais donc, et les collectivités n'ont plus qu'à suivre cette démarche-là. Donc, moi, je voulais quand même souligner cet aspect-là sur l'immigration, la montée des identités, je veux dire, le phénomène identitaire fasciste et le phénomène immigratoire aujourd'hui, qui est aujourd'hui exploité par ailleurs et de manière hypocrite aussi par beaucoup de sous-traitants. Ouais, je suis assez d'accord avec Merci, toi. Oui. Abdallah.
Notamment le côté aussi, la différence du traitement des immigrés ukrainiens et des immigrés syriens, par exemple, était assez évidente. Et on voyait qu'il y avait un rapport entre le racisme, les volontés impérialistes au Moyen-Orient, dans les printemps arabes et tout, et comment sont pris les immigrés. D'ailleurs, Zemmour était marrant par rapport à ça. Au début, il a dit non, les immigrés ukrainiens, j'en veux pas. Après, il s'est fait taper sur les doigts par toute l'extrême droite. Il a fini par dire ah non, les immigrés ukrainiens, en fait, ils sont un peu comme nous. Alors, je sais pas en quoi ils sont comme nous, ils sont chrétiens orthodoxes, ils parlent pas la langue et tout, mais non, ils sont un peu comme nous parce qu'ils sont blancs. Et au final, on va les prendre, quoi. Moi, j'avais peut-être deux sujets encore. Peut-être un sujet par rapport au féminisme, à tout ça. Je sais pas trop comment vous. J'imagine que vous êtes pas pour discriminer les femmes, mais je sais pas. Est-ce que vous avez un discours par rapport à ça? Parce que là, on a beaucoup parlé d'anti-impérialisme, on a beaucoup parlé des luttes comme ça contre à des dimensions internationales, mais par rapport au féminisme, est-ce que vous avez un discours particulier sur ça? Je ne sais pas si c'est moi ou Avi qui doit répondre. Moi, j'ai un livre de chevet, il s'appelle Femmes, race et classe, c'est Angela Davis, 1970. Voilà. Si on fait du féminisme sans poser la question de la lutte des classes, voilà, on fait du développement personnel. Si on fait, c'est comme l'écologie sans parler de la lutte des classes, quoi. C'est du jardinage. C'est la même chose. C'est indissociable la question patriarcale de la question de la domination capitaliste. Voilà, c'est tout. Pour aller très vite, hein, parce qu'après, peut-être qu'Avi aura une autre approche. Non, je pense que c'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'on dit, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, toutes les oppressions sont liées et du moment qu'on mettra fin en fait à l'expansionnisme, le capitalisme, le colonialisme, etc., toutes ces choses, bah en fait, forcément, on va non seulement libérer les peuples, mais aussi les femmes. Enfin, c'est bon pour les droits des femmes, bon pour le droit des enfants aussi. Enfin, Ouais, tout bah est oui. lié en fait. Du moment une oppression tombe, bah en fait toutes les oppressions vont tomber les unes après les autres. En fait, tout est lié, donc forcément, et Et on peut moi, pas se battre j'aime contre. bien un terme pour ça, qui est le terme de consubstantialité. C'est-à-dire que c'est même pas que les oppressions s'additionnent, c'est qu'elles sont consubstantielles, en fait. Et typiquement, il en parlait tout à l'heure, Charles, le rapport entre la race et la classe, bah, c'est évidemment lié à l'histoire de l'esclavage. Et dire si l'histoire de l'esclavage c'est d'abord une histoire de discrimination économique ou de race, ben c'est les deux en fait, tu vois. Enfin, tu peux pas séparer les deux. Alors après, ça a des manifestations où ça forme des structures relativement indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut être raciste et pas être forcément classiste ou je sais pas trop quoi ou misogyne, tu vois. Mais il y a quand même tout ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Oui, et puis tu sais, Golda Meir, c'était une femme, Margaret Thatcher aussi. Voilà, c'est mettre, voilà, on a du féminisme aussi. Je me rappelle quand il y en a qui se sont réjouis. Non, mais je vois les collègues qui se réjouissent. Mais quand Golda Meir a été à la tête d'Israël, j'ai vu des médias en France qui disaient enfin une femme à la tête d'un gouvernement. Mm. Pour ce que ça a donné, elle aurait dû finir en prison, hein. Voilà. Et Bah, c'est un peu Thatcher la ligne de n'en parle LV, ça, pas. la ligne Sandrine Rousseau, un peu. On est très content qu'il y ait des femmes quelque part. Ça va pas très très loin, quoi. Voilà, je vais pas critiquer les autres. En tout cas, moi, je dis ce que je pense. Ça suffit pas. Mais tu sais, j'avais une discussion avec Azouz Begag quand il est sorti du gouvernement, tu vois, et qu'il avait écrit Le mouton dans la baignoire. Et malheureusement, quoi, j'ai dit, mais tu as servi d'arabe de service, quoi. C'est toi qui avais écrit le Gone de Shabbat, tu t'es retrouvé au ministère, mais comment tu as pu te faire illusionner par Sarkozy et te retrouver ministre pour vous dire, ah, ça y est, j'ai un arabe dans mon gouvernement, donc je suis antiraciste. Malheureusement, dans tous les pays du monde, dans toutes les histoires, il y a toujours eu des traîtres à leur cause ou des naïfs qui se sont fait avoir par le dominant, hein. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus, ça suffit pas l'apparence, quoi, ou le discours, le slogan, quoi. Mm. Ouais, ah ouais. Et ce qui chapeautait, je trouve, toute la discussion, mais dont on n'a pas parlé, évidemment, au final, c'est le communisme, le capitalisme. Évidemment, vous appelez ANC. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de tout ça? Parce que, en fait,
Moi, pour tout te dire, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une génération entre 2000 et 2015 où c'était très très dur d'être communiste. L'URSS était tombé, le PCF avait entre guillemets trahi, enfin voilà, était totalement rentré dans le champ. Depuis, je sais pas, 2015, depuis Macron, j'ai l'impression que le terme de communiste commence à revenir un peu dans les bouches, qu'il y a des manifestations. Bon, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les manifs retraite, où notamment, il y a Olivier Matteux qui soutient votre liste, mais où des gens comme ça ont porté un peu les valeurs communistes et le projet communiste un petit peu. Enfin, voilà, comment est-ce que tu vois ça? J'ai l'impression qu'on en est très loin du communisme, mais qu'au moins il revient un peu à l'ordre du jour, personnellement. Mais moi, je trouve qu'on est tâtonnant. On cherche à retrouver le communisme du 21e siècle. Donc, on a une histoire avec ses richesses, ses erreurs. Mais il y a une chose qui est sûre, à peu près sûre, c'est qu'on veut mettre les richesses de la planète en commun. C'est pour ça qu'on est communiste. Voilà. Il n'y a pas un peuple qui a le droit de dominer un autre, il n'y a pas d'étrangers sur la planète, et il n'y a personne qui a le droit de dominer son prochain. Donc à partir de là, il faut mettre nos richesses, celles qui existent, et celles qu'on produit en commun. C'est ça. Après, par quoi ça passe, par quelle forme de gouvernement, par quelles étapes, par quelles relations internationales, ben on cherche. Mais là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut se dire que les autres peuples, ils ont un cerveau. On a beaucoup à apprendre des autres. Voilà. On est 1% de la planète. On est 1%. On a beaucoup. Moi, je suis allé en Corée du Sud, là, parce que pour la FSM, je suis la Corée du Sud, et j'apprends des gens. Ils ont des formes de lutte, des formes de réflexion. Ils attirent sur des. Voilà. Et l'Amérique du Sud, c'est pareil, etc. Donc, il faut qu'on accepte, qu'on croit à l'intelligence collective. Et le communisme, c'est ça. C'est la mise en commun des richesses, la mise en commun des énergies, la mise en commun des pensées. Et ensemble, on fait le monde. Mais c'est pas avec quelques peuples qui dominent les autres. Ouais. Ni avec quelques puissants qui dominent les autres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on voit aussi qu'au niveau international, il y a certains mouvements qui sont esselés, hein. Il y a Cuba, il y a même le Kurdistan, il y a plein de choses comme ça, mais qui sont très, très parcellaires, quoi, aujourd'hui. J'ai un problème, je crois que j'ai plus de batterie, je n'arrive plus à me charger. Bah, de toute façon, je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Là, on a bien parlé une petite heure. Je pense que les gens ont un aperçu, en tout cas, de votre liste. Pour voter pour vous, on fait comment, du coup? Eh bien alors, on a mis les bulletins en ligne sur notre site. On a fait la référence sur notre page Facebook ANC de France. Et puis, on a distribué des bulletins de vote un peu de partout en France. Alors, il n'y en aura pas forcément de partout, mais en tout cas, on a essayé d'en avoir dans le maximum. Et puis, s'il y a un problème, eh bien, les gens nous écrivent à anc@anccommuniste.fr ou sur nos pages Facebook, ils nous trouveront. D'accord. Bah, je mettrai ça dans les liens de la vidéo YouTube. En tout cas, je vous remercie du coup d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis, je vous souhaite du coup d'être élu au Parlement européen. Non, mais je vous souhaite le meilleur pour la suite parce que c'est bien. Je pense qu'il y a des forces de gauche qui arrivent et qui montrent que. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la France Insoumise est d'extrême gauche. Moi, je pense pas que ce soit une gauche radicale, la France Insoumise. J'ai l'impression qu'ils sont très gentils sur plein de points. Mais aujourd'hui, comme le PCF se place à droite un peu de la France Insoumise, on se retrouve dans une problématique où on a besoin d'avoir des gens qui portent un vrai projet vraiment radical et qui font qui font le travail que vous faites, je pense. Merci. De rien. Du coup, à plus. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Hop. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette capsule avec un son et une image d'extrême gauche. Sur ce, je vous invite à vous donner sur le Tipeee. Je vous mettrai les liens du coup en description pour aller voir. Je trouve ça cool que les camarades fassent ça, que ça fasse quelque chose d'assez large. Notamment avec ces participations, je trouve à la fois communistes, anti-racistes, anti-impérialistes, que tout se rejoigne. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'unité, comme l'avait appelé beaucoup à gauche, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu la NUPES au début, il y a eu des projets que le MPA rentre dans le truc. On aurait bien aimé avoir un truc assez large, en fait, ça c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à plus et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale.